Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, du débat, de l'analyse, de l'expertise et des rubriques que vous connaissez bien dans son job. Les animaux s'invitent au bureau. En France, une personne sur deux possède au moins un animal de compagnie. Certaines entreprises ont alors décidé d'accepter que leurs collaborateurs les emmènent au boulot. C'est le cas de Purina. Encore mieux, la pratique améliorerait la qualité de vie au travail de tous les salariés. Dans le grand entretien, une spécialiste de la com au COMEX de Generali, Élise Gignoux est notre invitée. Ce n'est pas de communication dont nous allons parler, mais plutôt de diversité et d'inclusion, des enjeux au cœur de la stratégie de cette femme, membre du COMEX et engagée. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, une web-série pour rire des pratiques RH. C'est l'idée de la filiale du groupe Actual, Act for Skills. Si la phrase « merci, on vous rappellera » vous parle, eh bien vous devriez jeter un œil. On commence, comme promis, cette émission par Bien dans son job. C'est parti. Alors vous êtes plutôt chien ou plutôt chat? Autoriser vos salariés à venir travailler avec leurs animaux de compagnie aurait des effets bénéfiques sur la performance de vos équipes, mais aussi sur leur bien-être. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Clémence Gautherin, directrice communication et RSE chez Purina France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, merci beaucoup d'être avec nous. Purina France, acteur de l'alimentation pour animaux. On voit tout de suite déjà le petit lien avec Exactement. le sujet. Clémence Gautherin, actuellement, quel est l'état de la pratique du Pets at Work, c'est comme ça qu'on dit. C'est vrai qu'on l'a dit plus courante aux États-Unis, mais ça y est, la France commence à s'y mettre. Alors tout à fait, donc pour tout vous dire, nous chez Purina, on a vraiment été les pionniers de cette pratique en France, mais aussi en Europe, puisqu'on a lancé une alliance Pets at Work, justement pour créer cet écosystème d'entreprises pet-friendly. Donc aujourd'hui, on en a 200 au niveau européen, on en a une vingtaine, et ça va quand même de la collectivité, l'hôpital, la start-up et la PME. On sent que ça continue de s'accélérer, et il y a sans doute aussi des entreprises qui le permettent sans pour autant être membres de l'Alliance. Et nous, notre but, c'est vraiment de les accompagner, de leur donner tous les conseils pour faire en sorte que cette cohabitation se fasse du mieux possible. On va en parler justement de cohabitation entre salariés, collaborateurs et animaux au travail. Vous, ça fait combien de temps que ça a été mis en place chez Purina? Alors chez Purina, ça a commencé très tôt, mais de façon plutôt marginale. Et puis à un moment, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus d'animaux de compagnie. Donc on s'est dit qu'à partir de 2014, on allait vraiment encadrer la démarche avec un code de bonne conduite pour les possesseurs et ensuite tout un parcours réfléchi au sein de l'entreprise. Donc là, on est quand même à 30 animaux autorisés, ne serait-ce que chez Purina. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Comment ça se passe? Alors, comment ça se discute, la possibilité d'amener son animal au travail? Est-ce que ça passe par un accord? Voilà, vous qui l'avez fait, comment ça marche? Comment on fait? Alors, l'important, c'est d'avoir l'adhésion du collectif. Donc, très souvent, c'est la directrice des ressources humaines qui va prendre à bras-le-corps ce sujet, parce que ça reste une démarche de politique interne. Et justement, dans notre guide, on montre à quel point il faut avoir l'adhésion de son bailleur, ne pas l'oublier, de sa direction et de tous les collaborateurs, parce que vraiment, il faut que ça fédère un maximum, mais très souvent, c'est pris par la DRH comme sujet. Et est-ce que justement, c'est une question à prendre en compte, est-ce que c'est pris justement au sérieux par les DRH aujourd'hui, cette question-là, d'amener ces animaux au travail? Tout à fait, parce que si vous voulez que cette démarche, elle se fasse dans le respect de chacun et surtout qu'on soit dans une cohabitation harmonieuse où on n'est que du positif, il faut le prendre au sérieux pour le bien-être de vos collaborateurs, mais aussi des animaux de compagnie. Il ne faut pas l'oublier. On ne fait pas venir son chien sur son lieu de travail si on n'a pas l'environnement adapté. Donc, par exemple, pour tout vous dire, nous, chez Purina, les animaux, enfin, on va parler des chiens plutôt de compagnie, ce sont vraiment des collaborateurs à part entière. Ils ont un badge à l'entrée pour indiquer qu'ils sont présents. On a un parcours qui leur est dédié. Il y a vraiment tout qui est mis en place pour eux. Quels seraient les avantages? C'est vrai que j'ai parlé de performance, mais ce n'est pas vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais j'ai lu des études qui disaient que ça pouvait améliorer la performance des collaborateurs. Mais si on parle juste du bien-être au travail déjà, voilà, quels seraient les avantages connus, reconnus, peut-être prouvés de cette expérience-là d'amener ces animaux au travail? Tout à fait. Alors, avec Purina, on a fait une étude avec Ipsos justement pour prouver et promouvoir ces bienfaits. Donc, je ne vous délivrerai pas tous les chiffres, mais si on peut en prendre 2-3 assez significatifs, on a quand même
38% des possesseurs qui nous disent que ça permet de créer une atmosphère beaucoup plus détendue au travail. Et pour 37%, ça permet de réduire le stress au travail. Donc, c'est pas négligeable, surtout à l'heure où on a besoin de recréer du lien social sur son lieu de travail et d'améliorer l'attractivité d'une entreprise. Et puis après, je le pense même au niveau de l'entreprise. On est convaincu que c'est un véritable atout pour convaincre et attirer de futurs talents. Et donc là, on a fait dans cette étude, on s'est intéressé plus particulièrement à ce que pensaient les millennials. Et ils sont quand même 36% à nous dire que ça améliore l'image d'une entreprise. Et que donc les millennials sensibles à cette pratique. Exactement, et que ça devient un critère de choix pour eux à l'heure de déterminer, de départager deux entreprises entre elles. C'était logique de le mettre en place chez Purina. C'est vrai que la logique semble toute faite. Pour les autres entreprises, comment les amener à mettre en place cette pratique pour qui le lien serait un peu moins facile à faire? Alors, très souvent on dit, le Pets at Work, le tester, c'est l'adopter, ne serait-ce que par ouvrir une journée où on permet aux collaborateurs de venir avec leur animal de compagnie. Et là, tout de suite, on sent les bienfaits. Je vais vous donner un exemple qui est très propre donc, à notre groupe Purina et Nestlé. On a la DRH de Nespresso qui a justement, en voyant tout ce qui se passait chez Purina, que les animaux étaient permis, d'entendre les retours assez positifs, pas que des possesseurs, mais aussi des autres collaborateurs. Sur tous les salariés. Il est sur tous. Elle s'est dit, il y a quelque chose à faire et donc elle l'a mis en place à l'étage de Nespresso. Donc on est ravis aujourd'hui de les compter comme entreprise Pets at Work. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Une petite question avant de se quitter. Il y a des animaux plus adaptés à la vie de bureau. Vous parliez du chien tout à l'heure, il y en a d'autres? Alors nous, avec le Pets at Work, on a fait le choix de se concentrer sur les chiens parce que de nature, ce sont des animaux plus affectueux et plus sociables. Et donc, c'est beaucoup plus simple de les amener au bureau. Après, bien évidemment, chacun le fait dans le respect de son animal et des autres. Merci beaucoup Clémence Gautrin d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Job, nous avoir parlé de cette pratique. Je rappelle, vous êtes la directrice communication et RSE chez Purina France. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le Cercle RH. Dans le grand entretien, aujourd'hui, je vous le disais, nous recevons Élise Gignoux, membre du COMEX et en charge de la communication, de la durabilité et des affaires chez Generali. Bonjour. Bonjour Eva. Ravie de vous accueillir. Paradoxalement, je le disais en début de cette émission, c'est pas tant de communication dont nous allons parler aujourd'hui, mais bien de diversité, d'équité, d'inclusion, des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous portez aujourd'hui chez Generali. Élise Gignoux, donc de la communication au sujet RH, il n'y a qu'un pas finalement, et vous, comment vous l'avez franchi? Oui, tout à fait. Moi, tout mon parcours professionnel, j'ai voulu, il est jalonné de sujets quand même autour d'enjeux de communication, d'enjeux d'engagement, engagement des collaborateurs, communication interne, et puis dans des secteurs où on est traversé par les grandes tendances macroéconomiques, politiques, les grands bouleversements. Generali, en tant qu'assureur, on est vigie des grands risques et des grands bouleversements démographiques, climatiques, etc., qui nous traversent. Et donc, c'est assez naturel. Enfin, pour moi, on ne peut pas scinder les sujets. Et donc, c'est normal que Generali, en tant qu'assureur responsable, s'engage sur ces sujets-là. Et donc, à titre personnel, c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt et le sel de mon poste aujourd'hui chez Generali. Justement, pour qu'on comprenne bien, expliquez-nous votre rôle très concrètement en tant que membre du COMEX de Generali. Quelles sont exactement vos attributions, en lien donc, on le disait, avec les questions RH, qu'il s'agisse d'engagement, de mobilisation collaborateur ou d'inclusion, de diversité. Voilà, vos missions, vos attributions concrètes. Donc, mon périmètre, c'est celui de la communication institutionnelle, communication interne, externe, relations avec les journalistes, les affaires publiques. Donc là, c'est plus un travail de lobbying, d'influence avec les pouvoirs publics, l'administration, les élus, etc. Et puis les enjeux de durabilité, qui sont là aussi des sujets qui explosent, qui prennent une importance de plus en plus forte. Et là, on travaille à la fois sur des développements de solutions
questions d'assurance responsable, mais aussi, bien entendu, sur des sujets d'engagement en tant qu'employeur responsable. Donc, on va travailler sur les enjeux de diversité, d'équité, d'inclusion, qui sont des enjeux forts de performance. Et on travaille avec notre fondation, The Human Safety Net, dont j'ai la responsabilité en France. Dont on va parler, évidemment. Et qui est vraiment ce réseau d'entraide pour soutenir les plus vulnérables, des familles en extrême vulnérabilité, comme les populations réfugiées. Et là, on va travailler autour des sujets de l'employabilité et de l'entrepreneuriat pour les réfugiés. On va en reparler, évidemment. Vous avez parlé de vos relations avec la presse. Je crois que vous vouliez faire du journalisme au départ, non? C'est ça? J'ai lu ça quelque part. Tout à fait. C'est souvent quand on fait des études. Moi, j'ai fait Sciences Po à Lille. Et c'est effectivement souvent ça qui nous journalisme, amène. communication. Voilà, et c'est en stage au Figaro Économie que j'ai découvert le métier de la communication. Tous ces gens avec qui on parlait au quotidien. Qui étaient-ils? Que faisaient-ils? Et donc, le monde de l'entreprise, comme ça, m'a happé à travers le journalisme. Tout à fait. On va revenir au travail concret sur lequel vous travaillez donc avec cette fondation The Human Safety Net, dont vous êtes la présidente, mais aussi au sein de Generali. Une question aussi sur votre poste, femme membre du COMEX. Vous êtes aujourd'hui quand même à un niveau de responsabilité où les femmes sont souvent trop peu représentées. Vous, quel sentiment vous portez sur votre parcours aujourd'hui quand vous vous voyez à cette place-là? J'ai le sentiment d'une extrême gratitude à l'égard de certains hommes, parce qu'aujourd'hui aussi, les sujets de diversité, ils doivent être avant tout portés par des hommes, puisque c'est encore eux qui sont au poste de responsabilité. Et donc, j'ai travaillé avec des hommes qui ont, je crois, identifié chez moi une volonté, une curiosité, une volonté de bien faire, une loyauté envers l'entreprise et les sujets qui m'animent. Et ce sont eux aussi qui m'ont donné ma chance. Alors, la chance, bien sûr, elle se crée aussi. Mais je dirais que c'est toujours par des rencontres aussi. Pour moi, les rencontres humaines sont très, très importantes. Et puis, en travaillant sur ces sujets-là aussi, on se rend compte de l'importance de lever des barrières, de lever des... Oui, c'est ça, une femme à un poste comme le vôtre, dans une entreprise d'envergure aussi, comme Generali, ça peut créer un précédent, enfin, ça peut montrer l'exemple. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est un tiers de femmes au COMEX. Il y a 50% de cadres femmes chez Generali. Donc, je dirais que le pipeline, il est là, on est bon. Mais on a 42% de femmes cadres dirigeantes. Donc, vous voyez, plus on se rapproche du haut de la pyramide, plus on en perd au passage. Donc, parfois, c'est des choix de vie, mais il faut que ces choix-là soient éclairés. Donc, il faut libérer les potentiels, il faut libérer l'autocensure et puis combattre les biais conscients ou inconscients que certaines femmes et certains hommes ont encore à l'égard de la diversité en entreprise. Et là, on parle des femmes, mais bien entendu, je crois que ça s'applique à tout La parité, on peut la rentrer dans la diversité aussi? Oui, tout à fait. Vraiment, nous, chez Generali, on a un programme diversité, équité, inclusion autour de 4 grands piliers. Le genre, et là, on parle de parité homme-femme, mais c'est aussi, par exemple, l'orientation sexuelle ou les choix. Enfin, voilà, donc, par exemple, on travaille beaucoup sur les sujets LGBTQI+. C'est vraiment, pour nous, un peu la nouvelle frontière. Donc, il y a le sujet genre, il y a le sujet handicap, où là, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. Et puis, les sujets autour de l'intergénérationnel, de l'âge, à la fois comment travailler avec des seniors, travailler avec des plus jeunes, favoriser, on a plusieurs générations qui cohabitent au sein d'une même entreprise, donc c'est important de travailler aussi sur ces sujets-là. Un exemple concret, puisque là vous parlez du vivre ensemble, du travailler ensemble, avant ça il y a le recrutement, un exemple concret qui est de quelque chose qui est mis en place aujourd'hui, d'une mesure qui est mise en place aujourd'hui chez Generali, pour éviter ces fameux biais de recrutement dont on parle souvent beaucoup ici dans cette émission aussi. C'est très important dans le narratif, la façon dont on parle, et c'est là qu'on rejoint aussi la communication, mais la façon dont on parle de l'entreprise et de notre volonté de recruter des personnes, c'est très important de montrer que la diversité a sa place. Donc on l'écrit, on le dit dans nos job offers, on le dit qu'on travaille sur ces sujets-là. C'est dans les vidéos de témoignages que l'on met en avant aussi. Il faut ne pas hésiter. C'est pas du greenwashing ou du pinkwashing, etc. Il y a bien sûr une authenticité. Il faut être proche de la réalité, mais je crois que c'est important que les candidats soient les bienvenus. Et puis, par exemple, en termes de mobilité interne aussi aujourd'hui, c'est impossible aujourd'hui de faire une mobilité interne si on n'a pas de candidats
candidates. Voilà, donc c'est très très important que l'on ait in fine un choix et une vraie diversité de choix dans nos candidats, par exemple. Vous parliez tout à l'heure de performance. De quelle manière ces engagements-là, ils peuvent aussi être fructueux pour la performance de l'entreprise ? C'est clé parce que si on ne travaille pas sur la DEI, on a des collaborateurs qui sont dans le mal-être. Oui. Ne pas pouvoir le lundi à la machine à café, quand on est une femme, parler de sa conjointe, parler de ses engagements, parler d'une expo qu'on a vue sur tel ou tel sujet un peu précis. Voilà. En fait, on a une forme de désengagement des collaborateurs. Exactement. On a l'impression, finalement, je pense au sujet LGBT plus précisément, que c'est un sujet qui devrait être cantonné à l'intime. C'est faux. On sait très bien que les choses ne sont jamais séparées. L'intime, le familial font des incursions très fréquentes dans notre sphère publique et professionnelle. Et donc, il s'agit avant tout de bien-être, que les gens se sentent à l'aise de parler très librement avec qui ils vivent, de ce qu'ils font, de qui ils sont. Voilà, qu'ils ne viennent pas au travail avec la boule au ventre, parce que sinon, ils ne sont pas performants. Et au final, ils s'en vont, ils quittent l'entreprise. Donc, c'est important de travailler sur ces sujets-là et de travailler sur l'ensemble de ces sujets d'inclusion. Mais on sent, Élise Ginoux, que voilà, pour vous, l'entreprise, elle a quelque part une forme de responsabilité en termes de... ça, j'ai vu que vous aviez écrit ça dans un article, vous avez répondu à une interview récemment, mais de cohésion sociale. L'entreprise, c'est un lieu de cohésion sociale ? Bien sûr, moi, je crois fortement au rôle d'une entreprise qui crée du lien, qui crée de la valeur, et qui crée de la valeur pas seulement pour l'actionnaire, mais pour la société, qui crée de la richesse pour les collaborateurs, une richesse d'expérience, une richesse faite de rencontres. Et donc, on a ce rôle effectivement à jouer. On n'est pas dans l'utilitarisme pur et parfait de l'homo economicus. Je n'y crois pas du tout. Et Generali, c'est une marque chaude, c'est une marque italienne, c'est une marque rouge. Et cette dimension humaine, elle est très forte et elle est très, très ancrée dans la manière dont nous menons notre business. On va rentrer dans le concret, les actions de la Fondation. On en a parlé un tout petit peu, donc vous êtes la présidente de Human Safety Net. Les actions, les missions de cette fondation? Alors, c'est un réseau d'entraide, comme l'indique son nom, qui a vocation à rassembler les énergies, à rassembler tout un ensemble de parties prenantes, associatifs, publics, privés, pour travailler autour d'un sujet clé, la vulnérabilité. C'est un continuum de ce que Generali fait. En tant qu'assureur, on est là pour protéger les biens et les personnes et pour prévenir les risques. Et bien, ce continuum naturel, il se retrouve dans The Human Safety Net, où on va s'adresser à des familles très vulnérables autour de programmes de parentalité. Et puis, le sujet qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, on s'adresse aux réfugiés, c'est-à-dire aux bénéficiaires de protection internationale. Alors, pourquoi cette population-là en particulier ? Alors, c'est une population, et là, ça rejoint notre point précédent, c'est une thématique qui a été remontée par les collaborateurs. En 2017, Generali a souhaité mettre en place une fondation sur quelques sujets clés, quelques sujets forts, et ça fait partie des sujets qui sont remontés par les collaborateurs. Vous avez questionné vos collaborateurs. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y avait un contexte européen, Generali a une forte empreinte européenne, un contexte européen fort, avec une crise migratoire forte, et un sujet autour du monde de l'asile, du monde du refuge. Et là, on voit bien aussi qu'en tant qu'entreprise responsable, là aussi, c'est une perte de chance et une perte de richesse. Un réfugié, et là, je me réfère à la très, très bonne campagne publicitaire faite par une de nos associations partenaires, Singa, il y a quelques mois. Ils ont vraiment bien mis ça en scène. Un réfugié, il va mettre 10 ans pour retrouver dans son pays d'accueil le niveau social et économique qu'il avait 10 ans auparavant. C'est une vraie perte de chance pour eux et c'est une vraie perte de richesse et de chance aussi pour le pays d'accueil. Donc c'est important de travailler sur ces sujets-là, de prendre notre part, et c'est ce à quoi s'attelle la fondation The Human Safety Net. Et comment vous les accompagnez? Quel est l'objectif? Les ramener vers l'emploi? Je sais qu'il y a un aspect aussi très entrepreneurial. Exactement. On travaille sur ces deux sujets-là. Donc depuis 2017, on a mis en place 4 incubateurs et pré-incubateurs. Donc là, on est vraiment dans la Startup Nation. On soutient des entrepreneurs qui ont des projets entrepreneuriaux. C'est des programmes
programme d'incubation pendant 9 mois. Il y a du mentoring fait par notamment nos collaborateurs. Donc, on engage fortement nos collaborateurs dans The Human Safety Net. Ce n'est pas une fondation qui se contente de distribuer des chèques et de l'argent. On est vraiment dans de la venture philanthropie. Donc, on co-crée les programmes ensemble et on engage nos collaborateurs. Donc, sur leur temps de travail, comment ça marche? Alors, tout à fait. Sur leur temps de travail et hors de leur temps de travail, on a décidé d'offrir une journée de solidarité, une journée d'engagement envers The Human Safety Net à l'ensemble de nos collaborateurs sous forme de mécénat de compétences. Mais ensuite, l'objectif, voilà, c'est j'adapte mon temps de travail, je trouve du temps, je dégage du temps et de l'énergie. Et on a 16% de nos collaborateurs aujourd'hui, donc ça fait 1100 personnes qui se sont engagées dans The Human Safety Net pour mentorer ou coacher un réfugié entrepreneur, pour participer à des collectes de fonds, à des courses, à des programmes de collecte de biens de première nécessité, etc. Donc ça crée aussi une dynamique très très forte en interne autour de ces sujets. Alors avec quels résultats aujourd'hui? C'est certains travailleurs qui ont trouvé un emploi, qui aujourd'hui ont créé leur structure. Alors les résultats, c'est que depuis 2017, la Fondation dans le monde, elle a accompagné plus de 260 000 personnes vulnérables. En France, on parle de 800 réfugiés qu'on a accompagnés dans ces programmes d'incubation et de pré-incubation. Ça fait plus de 250 structures entrepreneuriales créées. Mais on considère aussi qu'un retour à l'emploi ou un retour à la formation, c'est une sortie positive. C'est pas seulement de créer sa boîte qui compte, c'est aussi de se remettre le pied à l'étrier. Et puis là, on a un nouveau programme qu'on va développer qui est plus lié à l'employabilité. Et là, on a pris un engagement très fort auprès de l'association internationale TENT. On s'engage à accompagner 5000 réfugiés dans les 3 prochaines années pour les aider au retour à l'emploi et à la formation. Élise Vignoux, comment vous expliquez que ce sujet autour du travail des réfugiés soit aussi polémique, aussi politique et finalement pas assez pragmatique? Moi, c'est aussi une question que je me suis posée. Il y a de nombreuses grandes entreprises aujourd'hui, comme la vôtre, qui s'engagent auprès des réfugiés, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, le marché du travail a besoin aussi de travailleurs qualifiés. Voilà, quel regard vous portez sur cette question-là? Et voilà, et quelle confiance, peut-être, ce sera ma question, vous accordez demain aux entreprises sur ce sujet-là pour s'engager de plus en plus sur ces sujets-là? Alors, je crois d'abord qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion entre les réfugiés, les sans-papiers, les migrants, etc. Donc, il y a d'abord un travail un peu lexical à faire, un travail de pédagogie qu'on a fait en interne. Et puis, il y a clairement un travail de changement de regard. Voilà, quand on parle du monde des réfugiés, on parle de personnes qui sont sous menace physique, sous menace de mourir dans leur pays pour leurs convictions politiques, religieuses, leur orientation sexuelle ou que sais-je encore. Et c'est des gens qui bénéficient d'une protection internationale, d'un statut qui a été d'ailleurs, dois-je le rappeler, créé pendant la guerre pour protéger avant tout des Européens. Ne l'oublions pas. Voilà. Je m'arrêterai là sur les polémiques politiques, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, on a notre part de responsabilité à prendre. Et vous l'avez dit de façon très pragmatique. Aujourd'hui, nous, on accueille chaque année 5 alternants data analystes qui sont réfugiés grâce à un programme spécifique qu'on a créé avec Each One et Open Classroom. Voilà, c'est un métier qui est sous tension. On a besoin de personnes qui savent faire ce métier ou en tout cas qui veulent apprendre ce métier. Donc voilà, c'est par des choses très pragmatiques comme ça. On va aussi lancer un programme de mentorat pour des femmes réfugiées. On va en accueillir 150 par an, c'est notre objectif. Enfin voilà, mettons en place des briques très concrètes. Merci Élise Vignoux d'être venue partager vos engagements aujourd'hui dans cette émission, membre du COMEX en charge de la communication, de la durabilité et des affaires chez Generali. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. Et on termine cette émission avec une web-série qui devrait bousculer quelques-unes de vos idées reçues sur le recrutement. Elle s'appelle La Boîte et c'est l'idée de Act for Skills, spécialiste de l'engagement des talents. Pour en parler, Cyril Capel nous accompagne, dirigeant chez Act for Skills. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Pouvez-vous nous présenter rapidement l'activité de votre entreprise? J'ai dit engagement des talents.
En fait, Act for Skills, c'est une agence conseil en développement et communication RH. Il y a une vingtaine aujourd'hui de collaborateurs. On a démarré en 2020 par le rachat d'Actual. C'était la partie de CCLD Conseil RH. On était 2,5 quand on a démarré. On est déjà 20 aujourd'hui et une quinzaine de coachs externes. Et effectivement, notre travail, c'est de travailler et c'est d'accompagner en tout cas les dirigeants à créer leurs recettes d'engagement d'État. C'était bien de le préciser. Alors expliquez-nous, Cyril, comment est né ce projet de web-série? Alors le projet de web-série est né en fait de plusieurs manières. Le premier élément, c'est que moi j'ai fait du théâtre et de l'improvisation pendant pas mal d'années. On a fait il y a une dizaine d'années une première web-série qui s'appelait le SAV du recrutement. Voilà. Et là on s'est dit et on sentait que sur le marché il se passait encore des petites choses au niveau du recrutement et on avait envie de créer un système un peu à la Netflix pour le coup. Voilà, un système qui nous permettrait de venir avec de l'humour, détruire ou déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur le recrutement et le management en règle générale. Et comme on est issu au départ du milieu du recrutement, la première web-série d'une dizaine d'épisodes parle vraiment de l'activité recrutement. Est-ce qu'on peut citer 2-3, après je vais lancer un extrait évidemment de cette web-série, on peut citer 2-3 exemples d'idées reçues sur le recrutement? Bien sûr. Alors, le premier, je dirais le recrutement au feeling. Voilà, beaucoup de managers disent je l'ai trouvé super, voilà, et donc je l'ai recruté au feeling. Deuxième élément, on pourrait parler du CV en tant que tel. La personne qui est recrutée sur CV, il est tellement bon qu'on sait qu'il va être bon, qu'en fait l'entretien se passe forcément bien ou mal, voilà. Et puis j'en sais rien. Le troisième élément pourrait être le fait que on a fait la même école, par exemple, la même école de commerce, et on se dit forcément c'est quelqu'un avec qui ça va bien se passer. Bon, je vous propose de regarder un court extrait, on en reparle ensuite. Je t'ai sourcé quelques CV, je suis plutôt contente. J'ai Luc, premier CV, dernière expérience, ça colle vraiment avec le poste que tu proposes parce que c'est quasiment les mêmes missions. Plutôt joli CV, comme tu vois j'ai mis un point d'interrogation. En fait, entre nous, j'ai un doute sur sa stabilité à ce monsieur. Il se trouve qu'il est divorcé. Divorcé, ouais. Ouais, voilà, c'est ce que je vois. Et, dommage. si tu veux, les gens comme ça, malheureusement, je les connais un petit peu. Et en fait, pour le moindre truc qui va pas, ils changent de boîte. Je peux te dire tout de suite, divorcé, une semaine sur deux, garde partagée, la maman déménage. Ouais, en plus, compliqué en organisation, tu vois. Je connais ça. Bon, tu vois, je pensais que tu allais réagir comme ça. Par contre, si tu as le même profil, mais marié, bien marié. Je t'ai gardé une petite pépite pour la fin. Et là, je pense que tu vas aller direct, tu vas l'appeler. Je sais pas si tu connais le curling sur gazon. C'est un sport, vraiment un sport d'équipe pour le coup. Et lui, il est entraîneur en fait. L'équipe de Brioude depuis 5 ans. J'adore Inès. Ouais. J'adore le curling. Tu vois? Et puis là, si le mec, tu me dis qu'il est leader de son équipe. Il est leader. C'est lui que je veux. C'est lui que tu veux? Ah oui. Je pense que là... ça me fait plaisir. David, là... tu vois, c'était celui-là que je m'étais gardé pour la fin. Mais oui. Mais c'est cool. Même pas besoin de voir plus. Donc être divorcé, mauvais point pour le candidat au moment du recrutement, c'est ça? Je me serais moi-même pas recruté du coup. C'est bien le problème. Non, c'est effectivement l'idée, c'est d'utiliser l'humour pour que les personnes réagissent, voilà, et surtout que ça entraîne de l'action parce que on termine à chaque fois. C'est ça l'idée, au-delà de mettre en avant les mauvaises pratiques, on va dire, des recruteurs, l'idée est bien celle-là, c'est de faire avancer le schmilblick. Et c'est pour ça, d'où le terme Act for Skills derrière, et c'est de se dire à chaque fois on termine par si ça vous parle, on se parle, et donc on va mettre en place quelque chose pour éviter ce genre de choses dans les entreprises. C'est intéressant, très rapidement, vraiment en 30 secondes, bon ça on en a vu une, il y a d'autres séries d'entretiens un peu loufoques dans cette web-série, il y a des scènes qui sont véritablement très exagérées ou assez proche de la réalité des fois? Moi, c'est une question que je me suis posée aussi. Ça fait 25 ans qu'on est dans le métier avec notamment un bon nombre de consultants de l'entreprise, 25 ans d'expérimentation dans l'acquisition et la fidélisation des talents. Et je peux vous dire que même s'il y a des choses un peu exagérées, ça sort malgré tout d'un certain nombre de vécus. Et donc, on les a montrés pour montrer que ce type de cliché, malheureusement, ça peut encore exister en entreprise. Mais on veut faire avancer les choses. Merci beaucoup Cyril Capel d'être venu nous voir aujourd'hui, de nous avoir présenté votre web-série La Boîte. Je rappelle, vous êtes dirigeant chez Act for Skills. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Smart Job. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Job. À très vite. Ciao.